On se rend bien compte que nos concitoyens sont plus attirés par ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Ils sont passionnés pour le soulèvement démocratique en Tunisie, par ce qui se passait sur la place Tahrir en Égypte. Ils sont scandalisés et choqués par ce qui se passe en Libye. Et ils sont pas sûrs d'aller voter au cantonal. Et évidemment, en apparence, il n'y a pas de lien entre les deux événements, sauf que si, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'aspiration démocratique à ne pas négliger. Donc dans cette élection cantonale, comment faire finalement pour mobiliser, pour convaincre que c'est intéressant d'aller voter, que c'est intéressant de mettre un petit peu de vert dans une potion qui est bien monocolore, quand même dans ce département du Loiret. Comment convaincre que ce département n'est pas une chasse gardée ad vitam aeternam de la droite, une droite dont chacun a bien compris qu'elle hésitait même à afficher sa proximité avec le président de la République. J'ai cru comprendre qu'on parlait de majorité départementale, mais qu'on se gardait bien de dire qu'on était du même parti que tous ces gens qui prennent des avions pour aller visiter des dictateurs à travers le monde. Et donc, nous sommes à Main-sur-Loire, évidemment, pour soutenir Patrice David et Céline, donc qui est ça. Elle est là, c'est pas assez derrière. Voilà. Et Céline Garneau. Tu peux venir avec nous, Céline. Mais nous sommes aussi là pour passer un message. Nous avons souhaité, dans ce département comme dans d'autres, unir les forces de gauche avant même le premier tour. Pour dire qu'un mandat de Nicolas Sarkozy, ça suffit, qu'on sera prêt en 2012, qu'on sera mobilisé de façon unitaire, et qu'on le fera avec la conviction que la gauche a plus de chances de gagner et qu'elle sera plus belle si elle est capable d'intégrer les propositions des écologistes. Aujourd'hui, j'étais au journal de France 3, un très très long reportage sur le salon de l'agriculture a occupé l'essentiel du journal. Et en fait, en écoutant le portrait du nouveau président de la FNSEA, dont tout le département semble être légitimement fier puisqu'il est du Loiret, je me suis dit que c'était comme difficile d'entendre la prescription du docteur Belin. Parce que cette prescription, c'est en gros une médecine plus intensive, plus radicale encore, une agriculture plus productiviste, plus compétitive, plus efficace, plus performante. On était dans l'agro-industrie, on n'était pas dans l'agriculture, on n'était pas dans la vie des sols, on n'était pas dans la juste rémunération du travail des paysans. Et j'ai eu le sentiment finalement que la moitié des paysans français qui ont disparu en un quart de siècle étaient passés par perte et profit, et qu'on proposait finalement comme médecine la thérapie qui avait provoqué la disparition de toutes ces exploitations agricoles rachetées, restructurées, et la poursuite finalement de l'intensification. Tout se passe comme si les responsables de la crise étaient ceux qui avaient tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'on pouvait faire autrement. Alors vous allez me dire, on est peut-être un peu loin du Conseil général, en apparence, parce que c'est vrai que c'est compliqué de s'en tenir aux compétences du Conseil général. Elles sont mal connues. Parce que les institutions françaises sont ainsi faites qu'elles sont complexes, qu'on empile des couches de représentation. C'est très compliqué pour nos concitoyens, on le dira tout à l'heure, de comprendre que c'est la commune qui s'occupe des écoles élémentaires et maternelles, que c'est le conseil général, donc le département, qui s'occupe des collèges, que c'est la région qui s'occupe des lycées, que c'est l'État qui s'occupe des universités. Une personne normale qui n'a pas fait des études de Sciences Po, qui n'est pas journaliste ou qui ne fait pas de politique, elle a à peu près aucune chance de s'y retrouver dans ce maquis. C'est difficile aussi quand les lois de décentralisation ont transféré au fil du temps des compétences et des responsabilités lourdes, sans forcément que les moyens correspondants soient transférés. Dans des départements riches comme celui-ci, ça va qu'un quart. Dans un département comme le mien, on en est face à des endettements massifs liés à des emprunts toxiques, à trier entre des compétences également obligatoires. Je pense décidément que c'est notre responsabilité d'être un peu pédagogue dans cette campagne, d'expliquer qui fait quoi, d'expliquer aussi les conséquences de la réforme territoriale, une réforme dont j'ai compris qu'elle avait été soutenue par le camarade sénateur président du département, alors même qu'elle est d'une complexité folle et qu'elle ne permet ni aux défenseurs du département ni aux défenseurs des régions de savoir exactement ce qui va se passer. Moi, j'entends les défenseurs de la région dire « la réforme menace la région au profit des départements » et j'entends les défenseurs des départements dire que c'est le département qui est menacé au profit des régions. En vérité, il y a un seul gagnant, je crois, de ce jeu, c'est l'État.
C'est l'État et le président de la République qui a voulu recentraliser tous les pouvoirs entre ses mains. En vérité, les collectivités territoriales, qu'il s'agisse des départements ou des régions, n'ont aujourd'hui plus réellement les moyens d'assumer réellement leurs compétences. D'où l'obligation, et je le ferai avec prudence, et parce que je sais que l'accord départemental respecte aussi la sensibilité des uns et des autres, d'où l'obligation d'être sûr de son coût quand on investit. On doit le faire dans l'intérêt général, on ne doit pas le faire pour satisfaire des égos, des ambitions, ou pour calmer la colère de citoyens à un endroit en générant des nuisances pour les mêmes citoyens un peu plus loin. Vous pensez à quoi ? Je pense évidemment aux volumineux projets de routes, de ponts, etc. etc. Moi, je vous le dis tout net, si je vis dans une ville qui est traversée par une route et qu'on me dit que, moyennant quelques dizaines de millions d'euros, on pourrait réduire un peu la circulation sur cette route, il est probable que je dirais que je suis plutôt pour, sauf que c'est une vision globale qui est nécessaire. Et une vision responsable, finalement, de la responsabilité politique qui doit conduire à se projeter dans l'avenir et à voir ce qui est décidément indispensable pour améliorer la qualité de vie, la sécurité, le bien-être des habitants de ce département. Et il y a fort à parier qu'on se rendra compte que ce n'est pas une route en plus qui changera la donne, mais des efforts sur l'éducation, la formation, la culture, la vie démocratique locale, la circulation de l'information. Ça ne doit pas être très différent de ce qui se passe en Seine-Saint-Denis. C'est la qualité des citoyens et le très haut niveau d'exigence qu'on peut avoir dans le domaine de l'éducation et de l'emploi qui vont permettre de changer la donne et pas la réalisation d'une infra supplémentaire. Une fois qu'on aura réalisé un pont, 2 ponts, 3 ponts, 4 ponts, il en faudra d'autres pour continuer effectivement la spirale folle. Vient le moment où il faut que ça s'arrête pour se dire finalement quelles sont nos priorités. En matière agricole, on a besoin de paysans nombreux qui aménagent et entretiennent l'espace en même temps qu'ils produisent des aliments de qualité. En matière de transport public, on a besoin d'une desserte de qualité par des bus dans les zones rurales, par des transports de capacité dans les zones urbaines. Ce sera l'occasion pour moi de tirer un coup de chapeau à mon collègue Jean-Pierre Sueur. Il m'a appelé ce matin pour me dire qu'il ne pourrait pas être là ce soir, mais Jean-Pierre Sueur est de notoriété publique le sénateur le plus assidu et le plus actif. Et ce qui ne gâte rien, il ne manque pas de qualité d'écoute et de disponibilité à l'égard d'idées qu'il ne partagent pas toujours, mais pour lesquelles ils sont très curieux. Et donc, je sais que les habitants de ce département seront bien représentés s'il est réélu au Sénat, n'est-ce pas, vos camarades? Voilà. Tu parles assez longtemps, à toi. Non, tu as très bien parlé, Dominique, et moi je suis très heureux d'être à vos côtés, d'être à tes côtés, parce que cette candidature dans le canton de Maine-sur-Loire est ô combien emblématique des forces de gauche rassemblées. Je porterai mon propos sur 2 points, celui de l'immense espoir porté par les partis de gauche rassemblés dans cette élection, et le deuxième sur la gauche au Conseil général, avec Thierry Solé, bien sûr, que je n'oublierai pas d'associer à mes propos, mais il pourra dire un mot lui-même ce soir. Rappelons-le, le département du Loiret est un département très difficile pour la gauche, historiquement, sociologiquement, politiquement également, mais la gauche progresse, et la gauche progresse dans ce département quand elle est unie. Je rappellerai tout simplement la vague formidable des élections régionales dans toute la France, dans le Loiret, où les forces de gauche unies, Europe Écologie, les Verts, les socialistes, les radicaux de gauche, qu'il ne faut pas oublier, et le Front de gauche ont permis cette victoire. Et dans le Loiret, ne l'oublions pas, c'est un repère, c'est le dernier repère pour nous. À la grande surprise des médias et de l'opinion, la liste de François Bonneau est arrivée devant la liste de Hervé Novelli. C'est pas rien dans le Loiret, c'est pas la Seine-Saint-Denis. Donc, moi je suis de ceux qui pensent que la gauche ne peut gagner aujourd'hui que si elle est rassemblée, parce que aucun des partis de gauche ne fait plus de 25 ou 30% au premier tour, ce qui est déjà énorme. Et puis en plus, il y a une convergence
de valeurs, même si nous avons des différences, et c'est bien normal, sinon nous serions dans le même parti, il y a une convergence dans les domaines les plus essentiels entre ces formations de gauche. Voilà, donc dans ce canton de Main-sur-Loire, un candidat à Europe Écologie Les Verts, une suppléante radicale de gauche, Céline, que je connais très bien, qui est une femme admirable, qui travaille à la maison de retraite. Et que tu as mariée. Que j'ai mariée. Et c'est un mariage d'amour bien réussi depuis 10 ans. Mais ne l'oublions pas, hein, Céline est avant tout une militante unitaire pour la gauche, et moi je suis très heureux qu'elle soit avec Patrice David, que je connais très bien depuis très longtemps, puisque nous avons eu le plaisir de travailler ensemble à l'époque, et nous sommes des nostalgiques de ce service public. Moi je travaillais dans un organisme de formation qui s'appelle le Greta, et Patrice David à la NPE, et on essayait déjà à cette époque-là de rendre moins douloureuse, moins précaire la vie des jeunes demandeurs d'emploi qui entraient sur le marché du travail. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est dire que si nous ne sommes que 13 élus de gauche au Conseil général du Loiret, eh bien, il n'y a pas de fatalité de l'échec de la gauche dans ce département. Souvenons-nous, il y a moins de 10 ans, le Cher était à droite, l'Indre-et-Loire était à droite, et puis à l'occasion de 2 renouvellements, ils ont fait basculer la majorité. Et je pense sincèrement que l'évolution politique et démographique du département du Loiret permet les plus grands espoirs. Cette élection dans le canton de Main-sur-Loire est très importante, parce que la République du Centre l'a dit aujourd'hui, et je lis la presse, on va suivre avec beaucoup d'attention le score de Patrice et Céline dans le canton de Main-sur-Loire. Je n'oublie pas qu'il y a 13 ans, Ninoane Dupieux a mis Éric Deligé en ballottage dans une législative. Tu la connais, Ninoane Dupieux, hein, c'est une bonne copine. Et à la surprise générale, après une campagne pourtant très dure, je pense notamment à la Beauce, hein, où c'est une terre très difficile pour la gauche, mais pour les écologistes tout particulièrement. Donc ce que tu as dit par rapport aux valeurs que nous défendons ensemble est très important, et même si on dit que dans le département du Loiret, la relation droite-gauche n'est pas agressive, ce n'est pas la guerre, hein, il y a même une certaine convivialité, et c'est bien normal. Et bien sûr, dans beaucoup de domaines, eh bien, nous divergeons de façon considérable, mais les dossiers, les débats ne permettent pas d'exprimer aussi facilement ces différences. Ce que tu as dit sur le fait qu'il y en a marre que cette société soit gouvernée par la haute finance, par les intérêts économiques majeurs, hein, par une diplomatie déplorable qui fait qu'on a honte aujourd'hui de la France. Moi j'aime beaucoup voyager, je fais beaucoup dans tous les pays du monde. Quelle honte. Ton bilan carbone. Ouais, le bilan carbone. Hein. Moi j'habite à 10 km d'une centrale nucléaire. Bon, ben, j'assume, je suis bien content d'avoir l'électricité, mais on refuse des éoliennes au maire de la commune à 5 km d'ici, sur le plateau de Beauce, quoi. Enfin, tout et n'importe quoi. On a un parc d'activités formidable que je gère avec Éric Deligé, mais on a fait un branchement ferré. Il faut faire du ferroutage de plus en plus, hein, et cela n'est pas encore une réalité. Voilà, donc moi, comme toi, j'insiste bien, il faudra mobiliser les gens. On n'a pas choisi le bon jour ce soir pour la réunion, parce que moi je suis footballeur, il y a un match Olympique Lyonnais, Real de Madrid, hein, mais on vous promet, les socialistes, les radicaux de gauche, les Verts, Europe Écologie Les Verts, on va faire le maximum pour mobiliser les électeurs, parce que l'enjeu est majeur dans ce canton de Main-sur-Loire, comme dans celui de Chargeau, comme dans celui de Châteauneuf, comme dans celui de Patay, où j'irai faire campagne pour mon copain Albert Abraham. Donc tous les espoirs sont permis, nous ne raterons pas cette élection, et les électeurs sont au rendez-vous pour faire gagner la gauche rassemblée.